Salut à tous, une première vidéo ici avec une nouvelle équipe sur ce mode carrière de Pro Cycling Manager 2022. C'est Intermarché Wanty Gobert Matériaux que je vais choisir ici. Alors pour des tas de raisons que je serai amené à donner ici ou là. Mais ouais, cette équipe me paraît intéressante et puis elle a quelque chose d'assez attachant, euh, que ce soit vis-à-vis des coureurs qui ont déjà performé ici ou là, avec des victoires qu'on n'attend pas toujours. Taco van der Horn, par exemple sur le Giro, ou même récemment sur la classique de Bruxelles. Ou bien évidemment Binyam Girmay, qui, écoutez, s'annonce peut-être comme un sacré, sacré coureur. Donc à confirmer, ça peut peut-être être assez sympa. Quoi qu'il en soit, Euh, le sponsor est modeste, mais avec quand même une petite amélioration substantielle possible, puisque dans le cas où ça se passerait super bien, on aurait déjà 80 000 euros environ d'amélioration de budget pour la saison qui suit. C'est pas mal du tout, avec des objectifs, hein, là par contre, qui sont assez ambitieux quand même, hein. Il va pas falloir traîner en route. Quand on voit le top 3 sur Het Newsblad, top 5 Strade Bianche, après ça doit pouvoir se négocier. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'assez délicat? Peut-être le top 5 sur E3 peut être délicat aussi. Le top 5 sur le Tour des Flandres, ouais d'accord. Top 10 sur Paris-Roubaix. Après tout, si on suit ce qui s'est passé dans la réalité, ça peut même être mieux que ça. Et puis, après, voilà, on a encore une performance qui est délicate à aller chercher, je trouve, c'est top 5 sur le Giro. Voilà, donc à part ça, mais c'est qu'une étoile d'importance, donc c'est pas très très important. Ça nous mettra pas forcément dans l'embarras. Cette équipe est constituée d'un certain nombre de coureurs. euh, Si j'étais un petit peu taquin, je dirais, dont on ne voulait pas réellement ailleurs. C'est-à-dire que elle prend, elle est modeste, elle paye moins probablement que d'autres, mais elle est là, elle est en World Tour, et c'est plutôt sympathique ce côté-là. Alors quand je fais un classement par euh, évaluation actuelle, parce qu'attention, les évaluations, elles vont être amenées à pas mal évoluer, à pas mal bouger, pardon, puisque on a un certain nombre de coureurs, regardez, qui sont assez âgés, hein. Je dénombre ici 9 coureurs qui ont 33 ans ou plus, donc attention pour eux. D'ailleurs, ils n'ont pas de contrat, tout cela, pour la saison qui suit. Si on regarde un peu ce qu'on a comme contrats qui vont être garantis pour la saison suivante, voire même celle d'après, on a notamment celui qui avait surpris sur Liège-Bastogne-Liège, Quinten Hermans. On avait... ah non, lui, il va falloir le re-signer, pardon. C'est Binyam Girmay qui est garanti, et Taco van der Horn qui est garanti également. Je trouve que le dénommé Lorenzo Rota est assez intéressant d'après son profil. Donc ça peut peut-être puncher plutôt sympathiquement. Puis après, voilà, il y a tout un tas de coureurs qu'on connaît bien, qu'on voit ici et là, notamment dans des échappées, parce que c'est un petit peu la marque de fabrique de cette équipe pour se faire voir, pour voir le maillot. Donc pas mal d'argent en tout cas qui va se libérer. Regardez, si on va ici, on s'aperçoit que il y a environ, quoi, allez, je le fais à la louche, 100, 140, pas plus, 150 en étant large, 1000 euros engagés, et donc ça va potentiellement laisser beaucoup d'argent pour aller peut-être faire progresser cette équipe. Je suis pas un fan absolu du maillot, je trouve que ça pourrait être un petit peu plus épuré, ça pourrait être un peu plus joli, mais en même temps, les sponsors s'y sont mis à plusieurs pour essayer d'avoir un joli budget pour le World Tour, et rien que ça se respecte à l'heure où parfois certaines équipes ont bien du mal à trouver un financement. Donc, on va dire, respect à ces marques-là. Aucune ne me choque particulièrement. Donc, c'est parti.
J'ai, pour essayer de gagner du temps, bien sûr fait l'attribution de l'entraînement de tous ces coureurs-là. J'ai également jeté un œil sur tout ce qui pouvait être caractéristique de base, où l'on s'aperçoit par exemple que les notes de plaine, les meilleures sont celles de Van der Horn, de Christophe évidemment, Alexander Christophe, double vainqueur de monuments dans le passé, de Binyam Girmay. Voilà, on a des coureurs de vraie valeur hein, dans cette équipe-là. C'est peut-être la note de montagne qui est la moins, à dire, reluisante, avec Paul Sovivo qui risque de perdre rapidement, Jan Hirt, et puis ensuite Mentis, et puis bah après, regardez, Taramae, et puis ça s'effondre un peu, hein. Donc va falloir espérer gagner un grand tour, en tout cas pas dans l'immédiat. Sur les notes de vallon, on a Quinten Hermans qui est plutôt pas mal. Il y a peut-être de l'espoir, avec un joli pic de forme, ça peut donner quelque chose de sympa. Lorenzo Rota, je le disais juste avant. Mais également, voilà, des coureurs comme Girmay ou même Vliegen, etc., etc. Allez, on a de quoi faire. En contre-la-montre, on est particulièrement faible. Là, par contre, c'est sûr. Hein. On est excessivement mal loti. Je pense que c'est l'équipe qui doit être une des plus faibles de tout le World Tour. Bah oui, mais ça se paye tout ça aussi. Hein. C'est très cher d'avoir des coureurs qui font performer l'équipe dans ces situations-là. En revanche, sur les pavés, il y a de jolies notes. J'ai pris la World DB, hein, j'aurais dû le préciser. J'ai pris la World DB, jolie note. Au niveau du sprint, on doit pouvoir exister un petit peu. On doit également pouvoir résister au niveau de l'accélération avec certains de nos coureurs. Je pourrais nommer par exemple Gerben Tyson, qui peut encore avoir de la marge de progression. Hein. Pourquoi pas, en tout cas. Et puis, en descente, c'est pas tip top, mais c'est pas scandaleux, donc c'est tout ce qui compte. Les notes, ensuite celle de Baroudeur est peut-être un petit peu moins significative, même si celle de Van der Horn est quand même assez jolie. Et puis après, pour les notes physiques, bah on a une équipe qui est peut-être capable de faire des bonnes choses par moment. Vous voyez, il y a une belle endurance chez Jan Hirt et une résistance absolument catastrophique. Et une capacité de récupération en revanche très intéressante. Voilà, donc il y a souvent des hauts et des bas, il y a souvent une note des trois qui est assez faible. Il n'y a que Christophe finalement qui s'en sort super bien sur les notes physiques. Voilà. Donc, ceci étant dit, puis attention à la résistance également de Bin Girmay, qui pourrait aussi nous rapporter gros sur certaines séquences. Le staff, l'ai-je montré, j'ai été obligé de recruter quelques coachs pour l'attribution équilibrée des entraînements, puisque je pense, et je suis sûr en fait, que si on va jusqu'à 8 coureurs, on a l'efficacité maximale de l'entraîneur, et puis au-dessus de 8, pour un entraîneur donné, eh bien on perd en efficacité. J'ai bien sûr déjà été chercher un deuxième médecin, parce que de toute façon il y en aura besoin. J'ai préparé mon recrutement, je vais le faire après en direct, puisqu'on vise évidemment la détection. Et ça c'est un truc qu'il faudrait aller éditer quelque part. J'ai pas voulu le faire pour pas avoir l'impression de tricher. On essaiera de voir s'il n'y a pas du développement possible sur les aptitudes des scouts, hein, des éclaireurs, puisque quand vous allez sur le recrutement par renommée, en fait, il va falloir, bon, je l'ai déjà fait, donc je spoil, hein, il va falloir aller chercher très 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 loin pour avoir enfin un recruteur, on va dire, spécialiste de l'Afrique. Et en plus, ce serait plus sur la partie sud de l'Afrique. Donc il n'y a pas de globalité pour l'Afrique dans aucun des recruteurs. Finalement, les 3 seuls qu'on va trouver sont des recruteurs angolais. C'est un peu dommage, mais bon, pourquoi pas. Alors c'est marrant, vous voyez, il y a une différence de tarif. Celui à 5400 ne fait rien de mieux, semble-t-il, que celui à 2000.
Donc on va bien sûr engager celui à 2000, Marcio Gourgel. Voilà, Marcio. Ah, zut, je peux pas en recruter un. On peut pas en avoir plus de 4. Alors, dans ce cas-là, on va peut-être libérer un salaire, un des deux français. 4-3-3 pour Yvon Madio et 4-3-3 pour Enzo Pingu. Lequel est payé le plus? Yvon Madio. Allez, on va respecter le nom Madio et on va donc se débarrasser de Pingu qui va laisser sa place. Et puis ça m'arrange un peu niveau budget, je vous l'avoue, parce que sinon ça risque d'être un petit peu difficile. Marcio Gourgel, voilà. Voilà donc notre équipe de choc de recruteurs. J'ai 2 médecins, je vous l'ai déjà dit. Passons à la détection. Donc, sur la détection, avec cette équipe qui a un profil, on va dire, assez cosmopolite, mais pas non plus worldwide, hein, on va dire. C'est pas non plus du recrutement où on mélange des Australiens, des Américains, des Sud-Américains, des Slaves, etc. C'est quand même un petit peu plus centré sur la vieille Europe avec notamment l'exception Bin Girmay et quelques Nordiques également. Donc là-dessus, si on veut rester un petit peu en cohérence, on pourrait évidemment définir la Belgique. La Belgique, voilà, la Belgique. Et on pourrait demander à... Bon, ça c'est quand même assez merveilleux d'avoir quelqu'un, de rien que de voir le nom Eddy Merckx. Donc Belgique, voilà, on va lui mettre ça. On sait qu'il a également des particularités sur la France ou sur la Hollande. Je suis sûr on va avoir quelque chose pour lui ici si on fait ça, non? Oui, voilà, il ne perd pas en efficacité. On peut lui donner encore quelque chose à faire. Alors allons-y, profitons-en. Et puis si on clique, je pense ici, ne peut-on pas lui ajouter le Luxembourg? À voir. Non, voilà, ça compte comme Benelux. Donc, pas de problème. Eddy Merckx a de quoi faire. Ensuite, nous avons notre recruteur français. Alors ça peut être vraiment un objectif, hein, d'essayer d'aller comme ça chercher des coureurs français de qualité. C'est un petit peu sur la formation que j'aimerais bien me baser, hein, pour le travail de reconnaissance. On va essayer de faire confiance aux scouts à ce niveau-là. Et puis, allez, on va demander à Kess Boskamp d'aller nous faire plaisir. Là encore, du côté des Pays-Bas. Kess Boskamp. Voilà. Ah ouais, mais si je fais ça, d'accord. J'ai 4. Et lui, il a 4 aussi. Donc, allez, on va essayer de voir si éventuellement notre Eddy Merckx ne serait pas également utilisable dans des territoires différents. Exemple, Italie. Allons voir ça, on sait jamais. Italie, 3. Comme ça, il perd pas en efficacité. Puis on a aussi un œil sur la péninsule italienne. Parfait. Et puis après, évidemment, on a envie d'aller faire un tour du côté de l'Afrique, puisque Marcio Gourgel a été pris dans cette optique-là. Est-ce qu'il perd en efficacité? On va chercher en Afrique des coureurs. Allez, ça peut être sympa d'aller faire ça. Et puis si on avait la bonne nouvelle d'avoir un Érythréen, on serait très très heureux. Voilà. Ça n'est même pas proposé. Attends, on va faire ça. Voilà. L'Érythrée, c'est au nord. Donc non, bah écoutez, pour le moment, on va croiser les doigts. Après, il y a la question. Alors vous allez voir, il y aura des rapports qui vont pas arrêter de venir s'ajouter les uns aux autres. Puis après,
création d'une équipe U23, ce qui me paraît être logique. Logique de vouloir faire cela. Donc on va se la créer, hein. Évidemment, une équipe U23. Donc l'équipe U23, c'est parti, gestion de l'équipe. Effectif 20, ça risque d'être beaucoup au niveau des finances. Je pense que je vais devoir me limiter à... Ouais, parce que ça fait 25 000 par mois si j'en mets 20 des coureurs. Donc on va peut-être se limiter à 12 pour que ça ne coûte que 11 000 par mois. Je ne sais pas en fait exactement si c'est un bon choix, on verra bien. Toutefois, voilà, maintenant elle est créée. La détection, c'est fait. Le matériel n'a pas changé par rapport à avant. Les stages, je ne m'y intéresse pas dans l'immédiat. J'ai attribué, avant cela, je vous épargne tous les détails. J'ai attribué tous mes objectifs à tous les coureurs. Il y a peut-être que la troisième partie de saison que j'ai laissé encore un petit peu vierge pour certains. Il y a encore quelques mois pour s'en occuper. Et on notera donc par exemple que Taco van der Horn va avoir des zones cibles ici sur quelques classiques. On l'emmènera du côté du Tour de France. Et puis on pourra aussi observer un autre type de montage. Yann Hirt. Yann Hirt qui ira faire le Giro et qui doublera avec le Tour de France. Du coup, je lui ai mis que 2 objectifs en demandant donc quelque part de créer seulement 2 pics de forme. Alors, il va me dire peut-être que le premier sera décalé, etc., etc. C'est une vraie possibilité, mais avec ce système-là, comment faire autrement que subir d'une certaine manière les choses. Ensuite, Girmay ira sur le Giro. Je vais vous le coller pour cet aspect-là, je vais vous le coller à la réalité. Donc il va aller sur le Giro, mais la seule différence avec son programme IRL, c'est que je vais lui demander de pousser une semaine de plus après Gand-Wevelgem. On va lui demander de pousser jusqu'au Tour des Flandres. Puis après, il aura du repos et se préparera calmement 100 jours de course pour le Giro, voilà. Et puis il sera sous pic quand il sera sous pic. Ce qui va... après, voilà, pour chacun, j'ai un petit peu ajusté les zones cibles 95, 100 et semaine de repos. Et puis ça nous donne quelque chose d'assez complexe au final, hein, avec beaucoup de choses à remplir, beaucoup de courses, etc., etc. Voilà, je passe. Tout ça sera revu à un moment donné. A-t-on oublié quelque chose? La préparation du calendrier, oui, j'ai apporté quelques petites modifications. La détection des juniors. Bienvenue dans notre équipe. Pré-saison. Je reste pour une fois avec tout le monde en élevé sans faire la moindre distinction. Voilà, c'est parti. On se rend maintenant en direction le 2 janvier. 2 janvier pour, bon, évidemment, des choses diverses et variées. Voilà. Les réponses vis-à-vis des demandes que j'ai faites. Donc on sera invité sur certaines courses où on n'était pas présent. J'aime bien faire ça. Ensuite, il y a toujours pas mal de choses à supprimer par-ci, par-là. Adjoint, non mon ami. Non, je vais m'en occuper tout seul de ton boulot. Et puis on voit qu'on a un programme de recherche-développement. On va pas donc se gêner trop. On est assez pauvre, hein, au niveau du matos. C'est plutôt intéressant. Voilà, on va demander par exemple des modifications majeures sur ce type de cadre. Ça risque de nuire aux performances d'avoir aussi peu de matériel de qualité. Parce que je trouve que là, 2 cadres, c'est quand même assez cata. Ça m'est rarement arrivé de voir ça. Bon, après, c'est pas très grave. On va voir si c'est un impact réel ou pas. Et donc, voilà, petit ajustement de planification, forcément, puisque je crois avoir rajouté quelques petites courses comme le Tour d'Oman. Voilà, j'ai rajouté le Tour d'Oman. J'ai rajouté la classique d'Almeria, puisque c'était Alexander Christophe qui s'y était imposé cette année. Donc ce serait peut-être amusant d'essayer de l'aligner
sur la classique d'Almeria, de la même manière qu'on avait Jan Hirt qui s'était imposé sur le Tour d'Oman, classement général. Donc je comblerai après, mais pour y penser, voilà déjà des choses qui doivent être adaptées. Et après, on va avoir par exemple la semaine internationale Coppi et Bartali. Ça, c'est parce que sinon je manque d'occupation pour certains de mes jeunes. Donc il faut leur trouver de quoi faire. Voilà, déjà une participation à 6 coureurs, c'est amplement suffisant, mais en fait, même si on veut, on peut y ajouter Gerben Tyson, etc., etc. Je crois que j'ai rajouté aussi le Tour de Turquie dans le même registre, mais uniquement dans le but de donner des jours de course à mes jeunes coureurs qui, les jeunes, Boy Van Poppel n'est pas si jeune, mais c'est parce qu'il faut quand même essayer de les alimenter. Vous voyez, encore à la trentaine, donc il y a encore quelques petites courses là qui vont nous servir. Tour de Norvège aussi à un moment donné. Bref, j'aurai une petite répartition à faire, je vous l'épargner, on va pas y passer 2 ans. Ajouter aussi la petite Mont Ventoux dénivelé challenge, etc. Des petites courses aussi comme la Mercantour classique. Bon, c'est pas parce que je veux spécialement les gagner, c'est juste parce que je trouve que ces courses sont assez amusantes. Au niveau contractuel, j'en ai déjà parlé juste avant, il risque d'y avoir un peu de renouvellement sur les cadres de cette équipe. J'ai déjà des noms en tête, et ces noms devraient plutôt nous faire beaucoup de bien si j'arrive à les signer. On va voir, ça dépendra donc ça des résultats et de la confiance du sponsor. Donc c'est parti, maintenant du gameplay et de l'avancée de calendrier. Mais de manière surprenante, ça va commencer par une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le up très très tôt dans l'année. Vous voyez, on est au 18 janvier. Up très très tôt dans l'année pour Binyam Girmay. Et c'est pas un up ridicule, parce que sur les caractéristiques primaires déjà, l'avancée est très belle. Il y a même du physique qui est récupéré. Franchement, très 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 grosse opération. Tiens, on va regarder ça tout de suite. Ça peut faire quasiment un petit Mathieu Van Der Poel, ce genre de stat là. Donc Girmay tout de suite tape un grand coup dans la partie pour dire attention, je peux être la star de cette partie. On verra bien. En tout cas, voilà, j'ai fait ce petit tour du côté du Trofeo d'Alcudia, mais ça, je l'avais laissé un petit peu planer dans l'intro. Puisque IRL, nous avions eu ici une victoire pour Girmay. C'était sa première de la saison. Je me demande même si c'était pas la première de sa carrière, mais là, à ce niveau-là, bien sûr. Non, là c'est peut-être pas certain ce que je dis là. En tout cas, Girmay, très ému après cette victoire-là, on va essayer de faire la même chose pour lancer sa saison de la meilleure des manières. Donc on travaille assez régulièrement. Il est hors de question que l'échappée prenne trop d'avance et qu'on se retrouve dans un scénario où elle va au bout, puisque nous on veut que ça aille au sprint. Donc on va demander à Hugo Page, Adrien Petit également de travailler. Attention, devant il y a Emanuele Boaro notamment. Il y a quelques coureurs vis-à-vis desquels il faut se méfier. Vliegen va également travailler. On garde Taco van der Horn pour aussi faire le boulot au moment où il le faudra. Regardez, Taco, il a beau être en mauvaise forme, il va donner tout ce qu'il a et nous mettre dans les meilleures dispositions avant de passer le relais à ce Hongrois intéressant. Pic, il est plutôt sympa. Et puis après, dans le final, regardez, c'est rien de moins qu'Alexander Christophe qui va être chargé ici de lancer Binyam Girmay pour, oui, pas de suspense, une victoire plutôt nette vis-à-vis d'un plateau de coureurs quand même. Les sprinters, il y avait quand même Couille, il y avait Chimolai, il y avait quelques bons coureurs. Donc, il y avait Davide Ballerini, qu'on verra un petit peu plus loin dans l'épisode se régaler.
Donc, ouais, c'est quand même une victoire correcte. Travail d'équipe, sanctionné par le sprinter. Et puis, on essaiera de rendre l'appareil à Alexander Kristoff dans d'autres circonstances, puisqu'il est hors de question d'uniquement l'utiliser comme poisson pilote. Mais voilà. Dans la foulée, je suis allé m'intéresser au Grand Prix cycliste La Marseillaise. Toujours un rendez-vous intéressant que cette course de toute fin janvier. Quinten Hermans pourrait être chargé d'essayer d'aller glaner cette victoire-là. Cela lancerait également sa saison. Donc c'est un petit peu dans cette optique-là que je me suis inscrit et que j'ai choisi un effectif correct. On notera la présence également de Byström, qui est vraiment un bon coureur. Luis Mantis et l'Italien Petilli, qui peuvent être aussi, mine de rien, intéressants sur ce type de profil. Cette équipe, en fait, regorge de talents modestes, mais de vrais talents, et de coureurs qui, par exemple, sur une bonne forme du jour, peuvent aller faire de très très belles choses. Après, nous sommes seulement en début de saison, comme on le verra juste après sur le Tour de la Provence, également sur le Tour d'Oman. Donc, qui dit début de saison, dit les stars pas encore prêtes. Ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut déjà mettre au crédit de ce jeu. Je trouve les stars pas prêtes dès le début, et tant mieux, parce qu'on avait tendance à voir les Van Aert, Roglic, Pogacar et compagnie accumuler des victoires très très tôt dans la saison, et puis parfois ne pas être alignés sur des courses, Van der Poel également, ne pas être alignés sur des courses plus importantes un petit peu plus tard dans le début de saison. Et ça, c'était quand même assez regrettable. Je trouve qu'au niveau des start lists, ça se passe pas mal. Et attaque de Petilli, on va tenter le coup. Parce que Petilli n'est surveillé par personne, alors que Quinten Hermans l'est. Et Petilli peut nous faire le petit coup de l'attaque avant le sommet. Voilà. Il n'y a plus qu'à descendre vers Marseille. Et là, pour le coup, ils ont intérêt à se réveiller derrière, parce que sans cela, Petilli ira au bout. Derrière, Hermans a subi un petit peu la contre-accélération des poursuivants. Ouais, ce soleil là, ça c'est pas de ma faute, c'est un défaut d'éclairage par moment dans le jeu. Je pense qu'aussi je suis resté peut-être un petit peu trop longtemps avec cette partie, avec la course chargée sans la jouer. Je crois une nuit. Et Petilli va comme ça s'imposer. Personne n'a su s'entendre derrière. Bon, c'est quelque chose qui arrive aussi dans le vélo. On ne s'entend pas. On laisse un petit peu trop d'avance au mec qui est parti. Il n'était pas spécialement avec la pancarte du tout, Simone Petilli. Et il va donc chercher ce Grand Prix cycliste La Marseillaise, plutôt de jolie manière. En tout cas, ça fait toujours une petite victoire pour celui-là. Les courses de début de saison, je ne les joue pas toujours dans chaque partie. Là, j'ai décidé de les jouer, déjà pour prendre un petit peu la température de l'équipe et de ses cadres principaux. En l'occurrence ici, on n'aura pas vraiment pris la température avec Quinten Hermans, mais c'est toujours intéressant de savoir ce qu'ils ont un petit peu en réserve, tester un peu les équipiers. Et c'est aussi dans cette optique-là que j'ai joué le Tour de la Provence. Alors pour être très précis, j'ai joué les 3 dernières étapes. J'ai laissé l'étape 1 qui était allée au sprint. Et donc voilà, je propose déjà une étape 2 sur laquelle, en plus, on a des zones de vent. Et ça, c'est toujours intéressant, les zones de vent sur Pro Cycling Manager. Un petit truc sympa des derniers opus, une nouveauté qui est hyper appréciable, comme ça, des zones sur lesquelles il y a vraiment moyen de provoquer des bordures. Arkea Samsic ne se prive pas d'ailleurs pour tenter de le faire, et y parvient, puisqu'ici sur cette étape 2, on va avoir très très gros travail d'équipe. Et puis évidemment, allez, ça s'était reconstitué hors de la zone de vent. Et puis là, avec 2 zones de vent consécutives, il faut dire qu'on arrive au Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc c'est vrai que la zone de vent est particulièrement indiquée ici. On est sur des régions qui ont effectivement beaucoup de vent par moment. Et voilà, plus qu'une 50aine de coureurs dans le peloton. On essaye de résister. En fait, j'ai joué le mauvais cheval sur cette étape-là. Je me disais, est-ce que Byström,
en très très costaud qu'il est, parce que j'ai pas pris de sprinter réellement sur ce Tour de la Provence. Les choses étaient réparties différemment. Et Byström en gros costaud pourrait peut-être remporter la mise en partant un petit peu à 10 bornes de l'arrivée ou quelque chose comme ça. Je me suis vu un peu trop beau en fait. Et ce qui fait que à l'arrivée, non, en fait, Byström il n'en pouvait plus, parce que oui, je voulais quand même pas non plus hypothéquer les chances de Taramae et de Pozzovivo sur le classement général final, puisqu'après il y aura une étape qui sera pour eux. Et donc, c'est Davide Ballerini qui va comme ça ramasser la mise et s'imposer de fort jolie manière. Et nous, on n'aura pas réellement pu saisir notre chance. Après, c'est pas très grave, parce que finalement, on a protégé nos grimpeurs vis-à-vis de... Il y a Gossens aussi qui a bien résisté. On a Kobe Gossens qui est plutôt intéressant aussi comme coureur. Donc on a protégé les entre guillemets grimpeurs, en tout cas les coureurs potentiellement impliqués pour le classement général. Donc très très bonne affaire ici, malgré la non-victoire ou la non-obtention d'une place significative. Au moins on s'est placé. Allez, il y a une étape ensuite qui s'annonce comme vallonnée. Est-elle finalement pour un sprinter qui passe mieux que les autres, les petites bosses, ou est-ce que quelque chose va se décanter sur la fin de l'étape? On va tout de suite le voir. Donc voilà, on continue, nous on protège, on reste en place et on reste bien placé surtout. Évitons la moindre cassure, évitons les mauvaises surprises. On a ici finalement une étape, vous le devinez certainement à la vue de ces images, qui va se terminer au sprint. Alors c'est vrai que pour le sprint on n'est pas spécialement armé, cela dit on peut quand même tenter d'y aller. Après tout le monde a le droit de sprinter, faut pas se l'interdire. Allez, très très jolie victoire de Ballerini à nouveau, et cette fois-ci c'est sur Nasser Boigny, qui n'était pas loin de l'emporter, Nasser, mais ça ne l'a pas fait. Donc nous on reste placé, toujours le même principe, on reste placé, et celle-là encore est pour Davide Ballerini. La prochaine ne sera pas pour lui, ça c'est pas tout gâché que dire ça, puisque vous allez voir le profil, puis si vous vous souvenez de la course en février, je l'avais regardé également, arrivé au sommet, montagne de Lure. Donc c'était une jolie ascension qui nous était proposée ce jour-là, sauf erreur de ma part, il me semble que Nairo Quintana avait brillé, et que Julien Alaphilippe, en lequel les commentateurs comme d'habitude fondaient beaucoup d'espoir alors que ce n'est pas son terrain, pour moi il avait juste fait ce qu'il avait pu. Ce serait peut-être bien un jour d'ailleurs à ce propos d'arrêter de fantasmer sur les qualités de grimpeur pur de Julien Alaphilippe, puisque ce n'est pas le profil de ce coureur, aussi formidable soit-il. Foutons-lui la paix et laissons-lui se concentrer sur les objectifs qui sont les siens, parce que déjà dans son registre il aura fort à faire, vu l'émergence de qui nous savons ces dernières années, et puis ce cyclisme totalement dingue, mais ça encore ça lui correspond pas mal. Donc Alaphilippe est sur le Tour d'Oman, donc il n'est pas présent ici sur le Tour de Provence dans la partie, mais toutefois on a quelques petits clients, vous allez voir ça assez rapidement. Nous on essaye de se placer, on est plutôt pas mal, je suis assez confiant en vérité, parce que Rein Taramae pourrait servir de dernier lieutenant à Pozzovivo, oui mais voilà, ça part, c'est Cataneo, Masnada, Rudy Mollard ainsi que Michal Kwiatkowski qui se font la malle, et ça c'est pas bon pour nous. Il y a un DSM aussi, mais je l'ai pas vu. J'ai pas vu qui c'était. Surtout que dans la foulée, Pozzovivo ne prend pas réellement la roue de Taramae qui faisait l'effort pour essayer de le ramener. Bref, petite mésentente, donc bug de fonctionnement de ma part, bug gameplay léger. Après, j'ai pas vraiment de regrets particuliers. Je pense que Masnada était vraiment le plus fort, Kwiatkowski également. Et nous, on va pas prendre le général là-dessus, faut pas se mentir. Et voilà, Pozzovivo va se contenter de ce qui est pas mal, c'est-à-dire déjà une 4e place. À noter la belle résistance de Gossens, pourtant utilisé comme protecteur.
Et présence comme ça de quelques coureurs. On a vu notamment Sivakov ne pas être très très en forme sur celle-là. Valentin Madouas qui est en phase aussi d'échauffement pour sa saison. Et puis ça n'est pas non plus exactement son terrain, faut le dire. Voilà. Donc Pozzovivo 5e. Au général, ça donne quoi? Au général, ça donne un top 5, ce qui est plutôt sympathique. Ça fera quelques milliers d'euros. C'est toujours ça de prix, étant donné les dépenses qui peuvent être les nôtres à droite à gauche, en termes de recruteurs, d'entraîneurs, et même un petit peu de médecins. J'ai même entre-temps été obligé de recruter un 3e médecin. Et Jan Hirt sera celui qui va nous occuper sur les prochaines minutes. Pourquoi? Car il est envoyé un petit peu en mission sur le Tour d'Oman. Il y a 2 étapes qui peuvent s'adresser à Jan Hirt pour ce qui est du classement général, voire même d'une victoire d'étape. Après, il suffit d'être placé et de ne pas commettre d'erreur pour peut-être emporter ce Tour d'Oman. On va essayer en tout cas. Van Kessel a terminé son boulot. C'est le jeune Delacroix qui va ici prendre le relais. Il y a Hugo Page là sur dans sa roue. Jan Bakelans, le vétéran, qui est également chargé de protéger Hirt et de l'emmener le plus loin possible pour le lâcher. Regardez, on n'est pas très très loin de l'arrivée. Hirt va pouvoir libérer ses jambes et produire l'effort à cet endroit-là. Ça s'annonce comme une victoire de Jan Hirt. Oui, victoire de Jan Hirt au sommet sur cette 3e étape du Tour d'Oman. J'ai volontairement laissé les 2 premières, étant donné que en fait ça s'est passé au sprint et puis ça n'était pas hyper intéressant. On se focalise sur ces courses de début de saison, sur les moments qui sont les plus intéressants, hein. Je laisse un petit peu le reste de côté. Jan Hirt, donc vainqueur. Et Jan Hirt ne prend pas le général. Regardez, il y a encore un petit peu des résidus, des bonifications des étapes précédentes. Les écarts n'ont pas été non plus monstrueux. En revanche, les écarts au sommet de cette étape 5 devraient être plus significatifs. Donc c'est ce qu'on va regarder là maintenant. La team UAE contrôle. Alors au début je me disais, mais ouais c'est vrai, il y a Maïka. Mais en fait non. Ils contrôlent davantage. Bon, alors parce qu'ils ont le maillot jaune avec Diego Ulissi, mais Ulissi ne gagnera pas là et ne sera pas vainqueur de ce Tour d'Oman, c'est une évidence. Il n'a pas le profil. Donc je me suis dit finalement, non, en fait, il joue pour McNulty. C'est pour Brandon McNulty que le team UAE produit tous ces efforts-là, à tel point d'ailleurs qu'ils ont réussi à cramer Maïka. À mon sens, une erreur. Mais bon, pourquoi pas. Chacun fait ses choix. L'IA, les siens, avec quand même un peu plus de pertinence globalement sur cet opus 2022. Allez, attention, il y a nécessité de se porter un petit peu plus à l'avant. J'avais de nouveau demandé au jeune français Page de faire l'effort au moment où Julien Alaphilippe attaque, avec Michael Woods également qui ne le laisse pas partir. Michael Woods s'accroche, Michael Woods semble très fort. On a, attention à McNulty, on est sur la toute fin, ici il reste moins de 3 km et en fait j'ai eu un petit bug de protection également. Là je trouve que Bakelans était trop bas, il n'a pas pu aider Jan Hirt suffisamment et regardez, ici il va se passer un truc déterminant, c'est Michael Woods qui attaque et au moment où je le vois, je prends vite sa roue pour essayer de profiter de son effort pour peut-être le coiffer sur la ligne. Et regardez, ça va pas le faire, c'est Eddie Dunbar qui est juste à côté, voilà. Ça va pas le faire, Woods va nous gâcher la fête, en fait. Ici, victoire au sommet pour Michael Woods, et ça va se convertir aussi en victoire au général. On notera aussi l'excellente qualité de tous ces coureurs qu'on connaît moins du côté du Team Ineos. Team Ineos, bien présent en ce début de saison. Là, c'est Plap qui s'est illustré. Et puis il y a comme ça Hater aussi qui fait du bon boulot. Il y a du bon coureur, hein. Attention, ils sont assez dangereux. Woods donc s'impose, gâche la fête pour Intermarché ou Anti-Gobert Matériaux et ça va se traduire, regardez, bam, par une deuxième place à 10 secondes. Donc c'est vraiment passé pas loin.
La sixième étape ne permettra pas de faire la moindre différence. On va pas s'amuser à aller chercher des bonifs, ce serait complètement ridicule. Donc c'est Ben Swift qui va s'imposer sur l'étape 6 et surtout stabilisation des choses au classement général. Ian Hirt deuxième, donc à Oman. On n'aura pas réussi à faire ce pourquoi on était venu. On est au 15 février, vous voyez, et pas mal de courses super alléchantes se profilent à l'horizon. On va s'arrêter là pour cet épisode, mais on va tout de suite quand même faire un crochet par la détection, puisque c'est un petit peu la nouveauté principale de cet opus 2022. Vous voyez, ça commence à avancer. Si je voulais, je pourrais faire un focus sur un coureur en particulier. C'est pas mal aussi, cet aspect-là. On va rester assez général pour le moment. On a un petit Camerounais, on a du monde qui commence à être reconnu. Alors évidemment, on n'a pas dit que c'est le prochain Pogacar, mais en tout cas, la détection avance. Nos territoires sont fixés. On va peut-être faire des choix différents ou adaptés pour l'année suivante, mais en tout cas à ce moment-là on ne peut plus changer les territoires. Je n'ai pas de regrets particuliers et puis vient le temps de vous dire à bientôt pour la suite de toutes ces aventures. Très très bon jeu à vous et bonne fin de semaine, bye bye.